Bonjour à tous, bonjour à toutes. Louer sa voiture auprès de son banquier. Et pourquoi pas d'ailleurs une voiture électrique. Et pourquoi pas d'ailleurs une toute petite voiture électrique. Et puis tiens, si cette voiture, elle avait des pièces en carton, oui, vous m'avez bien entendu, en carton, eh bien c'est le programme d'En route pour demain. En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et Tech & Co. Alors, au Mondial de l'automobile, la semaine dernière à Paris, c'était aussi un peu le mondial des banques. BNP Paribas, Crédit Agricole, toutes se rêvent en champion de la mobilité. Une tendance que nous allons décrypter avec notre premier invité, Stéphane Priamy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Alors en fait, si je ne me trompe pas, c'est la branche dédiée à la consommation au sein du Crédit Agricole et vous êtes aussi directeur général adjoint de Crédit Agricole SA. Alors la semaine dernière, vous aviez un stand, mais énorme sur le salon de l'automobile, beaucoup de lumière, le deuxième plus grand stand du salon juste après Dacia. Pourquoi le Crédit Agricole met autant l'accent sur le financement de la mobilité ? Parce que c'est une révolution majeure pour l'ensemble de la société française. On est en train de vivre une vraie révolution sur le monde de l'automobile, sur le financement de l'automobile, avec des phénomènes de fond assez marquants. Le premier, bien sûr, c'est l'électrification. Alors, on en parle, tout le monde en parle, mais il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire des nouveaux modes de financement, ça veut dire une inquiétude des consommateurs, des acheteurs, sur la durée des biens, sur la valeur résiduelle de ce qu'ils vont acheter. Et donc, est-ce qu'il faut réellement acheter comme on le faisait avant, ou est-ce qu'il n'est pas préférable de louer ? Après, vous avez une évolution majeure aussi, qui est quand même que de plus en plus, les gens raisonnent en termes d'usage et pas en termes de propriété. Donc, ça vient se rajouter au phénomène. On rajoute à ça le phénomène du digital, qui fait qu'aujourd'hui, on peut acheter et financer une voiture de son salon et on voit à quel point le monde de demain va être totalement différent. Et nous qui étions jusqu'à présent des gens qui fournissions des crédits pour acheter des voitures, aujourd'hui, il faut qu'on fournisse de la mobilité et plus simplement de l'argent pour acheter des voitures. Alors c'est vrai que je vous présente comme des nouveaux acteurs de la mobilité, mais c'est vrai que les banques, vous avez toujours accompagné le développement de l'automobile, puisque vous avez pendant des décennies financé des crédits pour acheter des voitures. Aujourd'hui, vous proposez des nouvelles offres pour les louer, on va y revenir dans un instant. Mais pourquoi est-ce que justement la voiture électrique amène à ce leasing, à cette location longue durée qui aujourd'hui, sur les voitures particulières, c'est quand même une voiture sur deux qui est achetée en leasing ? En fait, parce que le modèle même des voitures électriques est un modèle que les consommateurs ne connaissent pas. Et donc, ils se posent des questions importantes sur la durée du véhicule, sur son cycle de vie et surtout sur sa valeur résiduelle. Si j'achète aujourd'hui une voiture électrique, dans 5 ans, dans 3 ans, combien vaudra-t-elle ? Alors que peut-être à ce moment-là, il y aura des voitures, la technologie aidant, qui auront encore plus d'autonomie, qui auront encore plus de spécificité. Donc, voilà, les gens se disent, mais finalement, est-ce que j'ai besoin d'acheter ? Et je rajouterais même, et ça va encore plus loin, est-ce que j'ai même besoin d'avoir une voiture tout le temps à domicile qui attend dans un garage ? Ou est-ce que j'ai besoin de mobilité ? Est-ce que j'ai besoin de me déplacer le week-end, pendant les vacances ? Et donc, tous ces phénomènes se tamponnent, se mélangent, et on arrive à ce constat, il faut qu'on soit sur la mobilité. Alors justement, si aujourd'hui je pousse la porte d'une agence Crédit Agricole, j'ai besoin d'une voiture, qu'est-ce que vous me proposez ? Alors, sur une agence Crédit Agricole, on va vous proposer donc une offre qui s'appelle Agile Auto, et cette offre va vous permettre d'acheter une voiture, donc on parle bien de la voiture, pas simplement du crédit, qu'on achète ensuite chez nos partenaires, et on a tout un tissu là pour trouver les meilleurs véhicules et au meilleur prix. Donc et vous avez un catalogue avec des modèles, des marques que vous allez pouvoir me conseiller, comme si j'allais... Ou d'ailleurs, de manière encore plus moderne, sur Internet, sur le digital, vous allez aller choisir votre véhicule, et vous pourrez ensuite le financer soit en système traditionnel, mais j'en suis certain, si c'est un véhicule électrique, plutôt en location longue durée, parce que vous allez payer un loyer. À un moment, vous nous rendrez la voiture, vous en prendrez une autre, vous continuerez à payer un loyer, et c'est quelque chose de très sécure et de très simple pour vous. Et ça, si je suis déjà cliente Crédit Agricole, ou je peux venir en n'étant absolument pas cliente chez vous ? Oui, alors avec un déploiement, comme souvent au Crédit Agricole, en plusieurs phases, en fonction des caisses régionales, etc. Mais oui, c'est le point important. Et si vous passez sur une de nos entités qui vient d'être créée aujourd'hui, qui s'appelle Drivalia, que je vois défiler sur l'écran, on va même être capable de vous faire de la location courte durée, c'est-à-dire pour un week-end, pour un mois,
vous mettre à disposition un véhicule, soit de manière ponctuelle, soit avec un système d'abonnement, où toute l'année, vous pourrez bénéficier de ces véhicules. Un système d'abonnement, ça veut dire que je vais payer tant par mois et je pourrais avoir un jour un monospace parce que j'ai besoin de partir en vacances, demain une petite voiture pour faire les courses, j'aurai le choix, un panel de véhicules. Exactement, c'est toute la logique. Et on va même aller un cran plus loin, puisqu'on voudrait mettre à disposition, notamment dans les zones rurales, qui sont toujours très importantes pour le Crédit Agricole, ce qu'on appelle, nous, du partage de véhicules en zone rurale. Et ça sera donc Agile Auto Partage. On va commencer donc, avec le Crédit Agricole de Nice, qui est très engagé sur ces sujets, à mettre en place dans des zones rurales de 15-20 000 habitants. On va positionner, avec bien sûr l'accord des mairies, des bornes électriques et on va mettre des voitures, des utilitaires, parce qu'on a besoin d'utilitaires pour des déménagements, des transports, etc. Ou des véhicules, comme vous le citiez tout à l'heure, des petits véhicules beaucoup plus petits qui vont vous permettre d'accéder aux zones urbaines qui, elles, seront progressivement passées en zone à faible émission. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une rupture entre le rural et l'urbain pour l'accès à la mobilité verte. Mais alors, comment vous faites? Parce que là, c'est pas simplement donc financer une voiture qui est déjà chez le constructeur, c'est avoir vous-même vos flottes de voitures. C'est un gros investissement. Enfin, ça va vous demander de mobiliser beaucoup de capitaux au départ pour lancer ces offres. Oui, ça fait partie des investissements qu'on réalise. Et Drivalia, dont je vous parlais tout à l'heure, a déjà 70 000 véhicules dans 8 pays européens, ce qui est déjà énorme. Ce qui est beaucoup, oui. Mis à la disposition, beaucoup en Italie, pas mal en France. Et puis on va bien sûr faire évoluer l'offre. Nous, notre idée est de faire surtout de la location urbaine pour que justement les gens qui vivent en ville n'aient pas à se poser de questions sur l'accès à un véhicule pour partir en vacances ou pour aller travailler, pourquoi pas. Et alors, ça a été l'une des grandes thématiques la semaine dernière, avec notamment la visite du président Emmanuel Macron sur le salon. La question du coût de la voiture. Une voiture électrique, ça coûte plus cher à l'achat qu'une voiture thermique. Ça coûte plus cher en location longue durée, même si ça atténue un petit peu la facture. L'idée, c'est de lancer un leasing social, une promesse de campagne du président à 100 € par mois. Comment vous vous insérez dans ce type de dispositif qui a été promis par l'exécutif? Alors, dans la même idée que ce que je vous disais il y a 5 minutes, nous, notre volonté, c'est de permettre à tout le monde, à tous les Français, où qu'ils habitent et quels que soient leurs moyens, de pouvoir accéder à la mobilité électrique. Et donc, avant les annonces du gouvernement d'aujourd'hui, on était déjà capable de fournir des véhicules électriques ou des véhicules capables d'accéder dans les fameuses zones à faible émission à moins de 100 €. À 100 €. Ensuite, il y a eu ces annonces du gouvernement qui vont nous permettre d'élargir la gamme de véhicules et d'avoir un peu plus de véhicules encore disponibles à ces tarifs. Et je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et puis petit à petit, le marché va s'animer, les véhicules électriques, il y aura un marché de l'occasion, etc., etc. Et petit à petit, on va avoir une transition douce sur un phénomène qui pourrait apparaître pour les gens comme brutal. Vous pourriez vous ouvrir à d'autres véhicules? On l'a vu sur le salon, il y a beaucoup de... elles ont le vent en poupe en ce moment, toutes ces petites voitures qu'on peut conduire dès 14 ans, dès 16 ans, qui représentent une alternative, notamment en ville, pour avoir des véhicules qui ont une empreinte au sol moins importante, qui, évidemment, consomment moins d'électricité, qui consomment aussi moins de matière. C'est un champ sur lequel vous pourriez aussi aller? Oui, alors on a d'ailleurs, je ne veux pas citer, mais on a passé des accords avec des marques, une d'ailleurs qui était très voisine de notre stand, et on est très, très heureux de faire ça. Et c'est vraiment, là encore, d'être prêt à fournir tous les types de véhicules que vous pourriez vouloir, quelle que soit leur marque, et essayer de pousser au maximum cette transition énergétique, mais en la rendant douce pour les consommateurs, les clients. Je reviens sur vos flottes de véhicules parce que ça m'intrigue beaucoup. Une fois que je vous rends la voiture, que la voiture, là, par exemple, était louée pendant 3-4 ans, on le voit, il faut la remettre en état pour la remettre justement en location, pouvoir la passer en véhicule d'occasion. Comment vous allez faire? Vous avez des partenaires? Vous allez faire ça en interne directement? Comment ça marche? Alors ça existe déjà, puisque on avait déjà des systèmes un peu comparables. Donc on appelle ça, le terme technique, c'est le remarketing. Oui. Donc on reprend des voitures et on leur redonne un air tout neuf et tout beau, et ce qui est souvent vrai d'ailleurs. Et la plupart aujourd'hui des véhicules d'occasion que vous trouvez sur le marché passent par ces processus, et ça donne des véhicules de très très bonne qualité. Et bien évidemment, la vie des véhicules va être, on le pense, beaucoup plus longue, parce que sur les véhicules électriques, il y a un peu moins d'usure mécanique. Donc en dehors des batteries,
ça devrait vieillir moins vite et donc être plus durable. Et les composants en plus techniques sont plus durables. Et du coup, on va avoir des véhicules qui auront une vie, 3 vies, qui pourront avoir commencé leur vie dans de la location longue durée, repasser en location courte durée, pourquoi pas être acheté par quelqu'un, etc., etc. Et avec à chaque fois, bien sûr, il faut trouver le maximum de fiabilité et fournir aux clients des véhicules qui tiennent la route. Dernière question, Stéphane Priamy. Vous étiez, bancaire depuis des décennies, partenaire de l'industrie automobile. Là, aujourd'hui, finalement, vous êtes des concurrents frontaux, puisque je pourrais louer ma voiture chez vous plutôt que de la louer chez un constructeur. Comment vous voyez l'avenir de ce secteur? Ce sont des sous-traitants de vous, spécialistes du service? Non, pas du tout. Nous, d'ailleurs, on a signé un accord extrêmement important avec Stellantis pour être, on va essayer ensemble, et on en est très fiers d'être parmi les 2 ou 3 leaders du marché de la location longue durée en Europe. Et de toute façon, à la fin des fins, ce qu'on va louer en longue durée, en courte durée, ce qu'on va mettre à disposition des clients, c'est bien des voitures. Elles ont bien été construites par des gens, elles ont bien bénéficié de toute la technologie et de tout le savoir-faire des constructeurs. Donc c'est, je dirais, un complément en aval du système, mais c'est ni une concurrence, ni la fin des constructeurs. Ce serait une hérésie de penser ça, au contraire. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Priamy d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau d'En route pour demain. Peut-être d'ailleurs qu'on retrouvera dans votre offre la Yoyo du fabricant XEV. On la découvre tout de suite avec notre deuxième invité. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Je vous le disais dans notre sommaire, il y avait beaucoup la semaine dernière au Mondial de l'Automobile de tout petits véhicules, de petites citadines électriques, un peu dans la mouvance de l'AMI, un peu entre l'AMI et la Dacia Spring. Et il y avait notamment la BEV Yoyo. Alors, c'est pas une poussette, c'est vraiment une petite voiture. Bonjour Olivier Perraudin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes le président d'Impulsion. Alors, Impulsion, en fait, c'est le distributeur de cette marque italiano-chinoise, si je ne m'en mêle pas les pinceaux dans l'histoire. Et donc, vous étiez la semaine dernière au Mondial de l'Automobile pour présenter la Yoyo. Est-ce que vous pouvez quelques mots, nous décrire cette petite voiture qui est vraiment taillée pour la ville, parce qu'elle est toute petite. Eh bien, effectivement, c'est une petite voiture qui est dans la catégorie quadricycle à moteur lourd. Alors, une catégorie en France qui est très peu connue. C'est un nouveau segment. Donc, je peux la conduire avec un permis B1, c'est-à-dire à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, c'est le gros avantage. Alors, le permis B1 n'est pas très connu sur le marché français. Il y a encore peu de développement. Mais ça va attirer une clientèle de jeunes ados qui pourront, dès l'âge de 16 ans, commencer à faire leur code et leur conduite et effectivement profiter des avantages de cette voiture qui est une vraie voiture. Oui, parce qu'on voit les images, j'en parle pour nos auditeurs en radio sur BFM Business, on voit vraiment c'est une toute petite voiture qui a un peu un look à moitié, un petit peu comme une Smart, en même temps avec des faux airs d'amis. Vous êtes un peu dans tous les codes actuels de ce qui fonctionne sur ce type de petit véhicule. Effectivement, vous avez dit le mot, c'est un produit qui aujourd'hui vient un peu se positionner sur les marchés des micro-voitures urbaines ou des Smart par exemple, mais en mode 100% électrique avec une technologie qui est quand même très avancée puisque aujourd'hui, les deux, arguments principaux de cette voiture, c'est de pouvoir charger de façon tout à fait classique sur des prises publiques ou des prises domestiques, donc chez soi, sans aucun souci. Mais également, vous pouvez charger avec un système, ce qu'on appelle de swapping, c'est-à-dire d'échange de batterie. Alors, c'est plutôt réservé, soyons clairs, aux flottes automobiles. Ou en autopartage, si vous la proposiez en autopartage. On a aujourd'hui développé sur la ville de Nice, par exemple, qui nous a fait confiance avec la société Chery, déjà une flotte de 60 véhicules qui sont déjà fonctionnels et qui roulent sur la ville de Nice. Et grâce à cette batterie amovible qui se trouve dans cette Yoyo, vous pouvez en 3 minutes repartir à pleine d'énergie. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Et ça marche pour les particuliers? C'est-à-dire que si j'achète cette voiture à Nice, par exemple, je peux bénéficier de ce système de swap, donc où on enlève la batterie, on en remet une chargée et on repart. On n'en est pas encore là, soyons clairs. Pour les particuliers, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait avoir des chargeurs à domicile. Alors, il existe des chargeurs, mais c'est encore assez coûteux. Donc, c'est plutôt réservé aux professionnels, aux concessionnaires ou aux sociétés, comme par exemple, c'est le cas en Italie, où nous avons développé un partenariat avec la société Eni, qui a des stations de swapping. Alors, c'est très sympa parce que vous prenez votre café. Il faut savoir que Eni est un gros vendeur de café. Vous prenez votre café et en 3 minutes, un opérateur va venir changer la batterie de la voiture et vous allez repartir avec le plein pour faire environ, en ville, soyons réalistes, 120 à 130 km. Ce qui est déjà beaucoup, parce que par exemple, une amie, c'est 70 km. C'est exactement. Beaucoup moins en termes. Donc là, vous êtes pratiquement à x2 par rapport à une amie. Donc,
On est déjà effectivement à x2 par rapport à une AMI. Et puis, si on compare par rapport à certains véhicules qui sont plus dans la catégorie véhicules avec permis B, on est pratiquement en termes d'autonomie similaire sur les véhicules qui ont les batteries les plus faibles, mais aussi on est surtout 2 fois moins cher et on a aussi un poids qui va nous permettre de moins consommer, qui est de 40 à 50% moins élevé. Donc la voiture fait à peine 700 kg avec les batteries. Donc c'est vraiment très léger. Justement, en termes de tarifs, elle coûte combien cette XEV? Alors avec le faible bonus qu'on nous octroie, malheureusement... Oui, 900 € parce que vous êtes quadricycle. 900 € parce qu'on est dans la catégorie quadricycle. Malgré tout, on arrive à vendre la voiture à 14 990 €. C'est quand même une petite somme. Vous n'êtes Ce pas n'est loin de la Spring qui, une fois bonus déduit, arrive dans des tarifs similaires. On est effectivement dans cette zone de prix. Bon, ceci dit, les produits ne sont pas comparables. On a vraiment un produit typique urbain de 2,50 m de long, 1,50 m de large. C'est très facile à se garer en ville, bien évidemment. On trouve des places relativement plus facilement dans ce cas de figure. Vous ciblez qui comme clientèle? Alors, la clientèle aujourd'hui, justement, on parlait des clients smart, des clients qui roulent avec des Fiat 500, qui roulent avec éventuellement même des Zoé. C'est-à-dire que c'est une clientèle qui a déjà une voiture dans le foyer. C'est la deuxième, voire la troisième voiture du foyer. Mais c'est aussi la clientèle des jeunes, puisqu'on espère beaucoup à ce que les jeunes, et on l'a vu avec la Citroën Ami, qui a été un succès, soyons clairs, les jeunes, dès 14 ans, peuvent conduire une voiture et c'est sécurisant pour les parents. Ceci dit, une Citroën Ami à 45 km/h sur une nationale, je vous avouerai que c'est un petit peu limite. À 90 km/h avec une XEV Yo-Yo, on est dans le flux du trafic et c'est beaucoup plus fluide à conduire en ville, bien évidemment. Donc c'est plus rassurant pour les parents. Et du coup, justement, c'est vraiment... Alors c'est vrai que sa taille se prête complètement à la conduite urbaine et surtout au manque de place pour stationner. Mais est-ce que vous la voyez aussi comme un véhicule du périurbain qui peut aussi finalement fonctionner en ruralité, où certes on fait beaucoup de kilomètres, mais il y a quand même une autonomie qui aujourd'hui rappelle un certain nombre de véhicules électriques d'occasion première génération? Oui, alors on est effectivement sur une clientèle de province, périurbaine, qui commence à se développer, puisqu'aujourd'hui on a développé 20 concessionnaires, et on est d'ailleurs en train de bien fonctionner sur la province. Certaines villes de moyenne importance commencent à vendre très sérieusement les yo-yo. Clairement, on peut effectivement dans une journée faire réellement 120 km. Donc par rapport à, j'allais dire, à une clientèle qui se déplace un petit peu, qui vient travailler en ville de moyenne importance, c'est typiquement l'engin idéal, puisque l'économie réalisée, on en parle, on est en pleine actualité de la crise pétrolière, mais aujourd'hui, un plein avec une yo-yo, c'est 2 €. Donc forcément... En la chargeant chez soi à domicile. En branchant à domicile. Après, évidemment, sur les bornes publiques, il faut bien oui, comparer. s'adapter selon il faut s'adapter. Il faut... Dernière question, elle est fabriquée où, cette petite voiture? Pour le moment, on la fabrique en Chine. C'est-à-dire oui. qu'avec un contrôle qualité italien, puisque la conception, le design, tous les prototypages ont été faits en Italie. On a des ingénieurs italiens à l'usine en Chine, mais bien évidemment pour des raisons de facilité, de coût. Et puis on a notre usine 3D, puisqu'on fabrique les pièces en 3D. Elle est en Chine actuellement. Et vous envisagez une production européenne? On voit par exemple l'IG qui va produire sa petite voiture concurrente en France, par exemple? C'est tout à fait envisagé, puisqu'on a passé un accord avec la société Eni qui va s'engager sur la production des batteries en Italie d'ici 2024, début 2025. On va effectivement intégrer de plus en plus de production en Europe. Donc un partenariat fort avec Eni. Olivier Perraudin, merci beaucoup. On va rester en fait dans le monde des toutes petites voitures électriques, mais cette fois on va parler, vous nous en parliez à l'instant, de la question du poids et donc forcément de la question des matériaux. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Alors forcément, quand on parle voiture électrique, on en a beaucoup parlé la semaine dernière au Mondial de l'Automobile. Il y a une question qui revient tout le temps et qui est assez cruciale, c'est celle du poids des voitures afin de limiter la taille des batteries et donc de préserver l'autonomie. Et il y a aussi une autre question qui est beaucoup revenue, c'est celle de la durabilité des matériaux, puisqu'elle est centrale si on veut imaginer une voiture qui soit vraiment qui ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Et ces deux questions, elles sont au cœur de votre travail. Laurent Vosna, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes expert automobile chez BASF. Et alors, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez travaillé sur une voiture du mondial, enfin peut-être, je ne sais pas, mais vous avez surtout travaillé sur Oli. Oli, c'était un petit concept car que Citroën a présenté il y a quelques semaines et il y avait sur ce concept car des matériaux particuliers et notamment du
carton. Et ça, c'est vous qui l'avez développé. Et du coup, on a envie que vous nous racontiez comment du carton s'est retrouvé dans une voiture électrique. Tout à fait, oui. Tout d'abord, je souhaite dire effectivement que la chimie, c'est un vecteur très important dans l'innovation automobile. Et c'est très peu connu, malheureusement. Oui, on n'en parle pas souvent, on en parle juste pour les batteries généralement, pour la chimie des batteries, et c'est à peu près tout. Tout à fait. Le reste est un petit peu invisible, la contribution de cette chimie qui innove au quotidien pour répondre aux enjeux dont vous avez parlé. L'allègement en fait partie. Et donc justement, l'allègement via ces nouveaux matériaux. Tout à fait. Donc ce matériau dont vous parlez, qui a permis de réaliser le toit, le capot avant et également le plancher arrière, c'est un matériau effectivement qui a des propriétés extraordinaires de résistance. Un matériau très je dirais, résistant à la déformation pour un poids, une densité qui est extrêmement faible. Donc ça veut dire que ce matériau, il va absorber, comme aujourd'hui, de l'acier, du carbone en cas de choc, l'énergie, il va soutenir la voiture. Ça fonctionne finalement comme l'acier ou l'aluminium sur les voitures classiques. Un petit peu, mais en réduisant le poids, comme je l'ai dit. Donc, si on prend le toit par rapport à une solution qui serait une solution acier, ça permet de réduire le poids de 60 à 70%. C'est énorme, 70%. Voilà, tout à fait. Et comme vous l'avez vu certainement pendant la présentation du concept, on peut marcher sur le toit. Ce qui est assez fou, parce qu'on s'imagine marcher sur du carton, juste passer à travers et ça s'arrête là. Alors d'ailleurs, j'appelle ça du carton, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail? Parce que c'est certainement pas du carton comme celui qui emballe tout ce qu'on peut commander sur Internet. Alors effectivement, ce matériau, le cœur de ce matériau, c'est un nid d'abeilles qui est fait en carton. Le carton, c'est un matériau qui est disponible, dont la production est très bien maîtrisée, qui a un coût contenu et qui permet donc de créer ce cœur de matériau. Et ensuite, on vient, par imprégnation, mettre en surface, sur les deux surfaces de ce carton, du polyuréthane qu'on pulvérise avec des renforts de fibres de verre ou fibres naturelles. D'accord. Et cet ensemble, effectivement, qui utilise le principe de la poutre en I, en séparant les faces d'une certaine distance, de la distance de l'épaisseur du carton, permet d'avoir ces propriétés mécaniques incroyables. En fait, ça fait du coup quelque chose de très résistant, mais ce que vous me disiez à l'instant, quelque chose de très léger. Là, on est sur vous en parliez, il y a le toit notamment qui est fait comme ça. Le plancher, ça pourrait être sur toutes les parties de la voiture, toutes les parties de la carrosserie, où il y a certains éléments un peu stratégiques où c'est plus intéressant. Je pense effectivement qu'il faut bien sélectionner l'endroit où on le met. La carrosserie, c'est des formes qui sont un peu complexes. Ces matériaux-là permettent d'avoir un certain galbe, mais certainement pas de reproduire complètement la forme du véhicule qui est demandée par les designers pour être attractif. Donc effectivement, on le met sur le toit, on le met sur des parties qui sont relativement planes. Voilà. Je fais un raccourci, vous me disiez à l'instant, le carton, c'est une fabrication qui est bien maîtrisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce matériau spécial créé pour Oli, on peut le décliner, on peut aujourd'hui le fabriquer en grande série, on sait déjà faire? Tout à fait, et c'est d'ailleurs fait. Il y a déjà des véhicules qui utilisent ce process pour le toit. Lesquels, par exemple? Notamment un véhicule bien connu, 2 places sur le marché. Le toit est effectivement réalisé dans ce matériau pour les questions de légèreté, également parce que c'est un matériau qui est processable dans les temps de cycle compatibles avec la production automobile. Oui, parce qu'il faut aller très vite, et ça, c'est jouable avec ce matériau sans aucun Tout à souci. fait. En 1 minute, on peut fabriquer une pièce complète, D'accord. extérieure, intérieure, et la structure en elle-même. Et là, du coup, vous avez donc travaillé avec Citroën sur ce concept. Est-ce que derrière, vous êtes déjà en train de travailler sur du véhicule de série pour ce même constructeur ou pour le groupe Stellantis, puisque vous avez mis un pied dans l'histoire? Oui, bien sûr, ça a généré beaucoup d'intérêt d'un certain nombre de constructeurs, mais nous avons également, au travers de ce concept, pu mettre en avant beaucoup d'autres technologies qui seront très intéressantes au niveau du gain de poids, de la simplicité. Et on le voit derrière vous, les sièges notamment ont été réalisés également par BASF en collaboration avec Citroën par des technologies d'impression 3D. D'accord. Et du coup, ces sièges-là sont aussi plus légers que des sièges classiques. Qu'est-ce qui fait justement qu'ils sont plus légers comme ça? Ils sont déjà beaucoup plus simples. Le concept a été poussé à son extrême, à savoir prendre le minimum de pièces pour réaliser un siège, qui habituellement est réalisé avec une quarantaine de pièces. Là, on a réussi l'exploit de faire un siège avec 6 pièces seulement. 6 pièces, ah oui, c'est minimaliste comme approche quand même. Voilà, tout à fait. Et en conservant le confort qu'on attend d'un siège, tout ça grâce à des matériaux et surtout l'optimisation du design que permet l'impression 3D pour pouvoir, dans les différentes zones du siège, avoir soit du très grand confort au niveau du dos ou du maintien, par exemple, sur les parties latérales. Ça, justement, ce retour à finalement la vraie essence du design, c'est-à-dire le dessin qui n'est pas simplement beau, mais qui sert à quelque chose, c'est au cœur de votre travail de chimiste pour ces matériaux?
Tout à fait, c'est au cœur de notre travail, au cœur de notre compétence. On accompagne nos clients pour aider au design des pièces. Et en fait, en partant du matériau, avec un seul matériau, on est capable de changer les propriétés par le design. Et ça, la partie digitalisation nous aide beaucoup, puisqu'on a développé les outils qui permettent de simuler le confort final du siège et donc de pouvoir adapter les épaisseurs à certains endroits pour avoir cette propriété attendue par le conducteur. Et alors, dernière question, Laurent, vous me disiez qu'on retrouvait déjà sur certains véhicules de série, par exemple, ce matériau à base de carton. Quand est-ce qu'on va les retrouver sur d'autres véhicules? Quand est-ce que ça va se démocratiser? Et bien justement, on espère que cette expérience avec Citroën fera beaucoup de projets, notamment avec le groupe Stellantis et avec d'autres, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup, Laurent Vosna, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis je sens que vous allez être obligé de revenir pour nous faire découvrir plus de nouveaux matériaux, puisque c'est quand même ça qui va aussi permettre d'alléger l'automobile. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'En route pour demain, une émission que vous retrouvez bien sûr chaque week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine sur Tech & Co. À la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.